Culture Soccer. Culture Soccer. Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast de Culture Soccer dédié au soccer canadien. Aujourd'hui, en l'absence de notre bien-aimé Daniel Cameron, je suis rejoint par mon ami Alex Rupert. Alex, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Toi, Adi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Écoute, aujourd'hui, on va parler à tous nos auditeurs. On va leur parler en premier, bien évidemment, de l'actualité du soccer canadien parce qu'il y a eu de nouvelles choses qui ont été annoncées dans ces derniers jours. Mais aussi et surtout, et je pense avec une grande partie de notre épisode, on va parler d'Europe et des joueurs canadiens qui sont en train de briller en Europe et de hisser très haut les couleurs de notre pays. Et on en est fiers. Donc, c'est rare qu'on le fait sur CS à l'érable, mais je pense qu'on est presque à la fin de la saison européenne, puis c'est important de souligner ces exploits-là. Donc, on va pouvoir vraiment rentrer en détail dans les saisons de ces joueurs canadiens-là et vous en parler en détail. Bien évidemment, on va parler match par match, mais on va vous parler un peu de leurs prestations en tant que telles, les prestations individuelles de ces joueurs-là, les meilleurs joueurs canadiens qui sont exportés et qui sont expatriés en Europe. Première actualité. Et là, ça a fait un gros boom. C'est drôle, il y avait un meme sur Twitter où il y a quelqu'un qui avait dit ouais, si jamais la Canadian Premier League vous dit que demain, il va y avoir une annonce, 6 mois plus tard, ils vont finalement faire une annonce. C'est à peu près ça. Hein? On attend une annonce pour le début de la saison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. C'était le silence complet de la part de la Canadian Premier League. Alex, avant qu'on annonce un peu ce qui s'est passé, ce qui a été dit par la Canadian Premier League, est-ce que tu trouves que ce manque de transparence de la part de la Ligue, ça joue en sa défaveur un peu? On a tendance à voir cette Ligue-là d'une certaine façon, comme si elle n'était pas assez professionnelle. Est-ce que tu es d'accord avec ce genre de constat-là? Absolument, parce que c'est pas vraiment une façon très efficace de rester dans la mémoire de tes fans, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde du sport, puis c'est très facile de te faire oublier. Puis déjà que la Canadian Premier League a comme des avantages d'avoir une longue saison morte, que beaucoup trouvent beaucoup trop longue, et tu donnes pas de nouvelles, c'est silence radio, le monde va en ligne, puis quand on parle de ta ligue, c'est juste pour des choses négatives. Et on voit ce qui se passe autour de nous, on voit les clubs MLS qui peuvent se pratiquer et rien du tout. Et c'est trop facile de te faire oublier parce que cette ligue essaie de grandir au Canada, tu dois faire parler de toi, tu dois dire que tu fais des progrès, que tu travailles sur un plan pour un autre tournoi peut-être. Ça va créer un engouement et cet engouement manque. Et tu vois ce qui se fait dans les autres ligues et la Canadian Premier League ne le fait pas. Et tu penserais qu'ils auraient appris de ce qui est arrivé l'année dernière quand c'était silence radio avant l'île du Prince-Édouard. Et il n'y a absolument rien qui a changé dans leur attitude. Je trouve ça très, très décevant et c'est très difficile de créer des nouveaux fans. Ben écoute, c'est effectivement, je ne vais pas dire que rien n'a changé. Je pense qu'on va un peu dans l'excès. Je trouve que quand même, il y a eu une petite annonce qui vient d'être faite, qui je pense est bien mieux que ce qu'on a vu dans le passé du côté de la Canadian Premier League, en tout cas lors de l'année 2020. Il faut dire aussi que l'année 2020, c'était quand même un peu fou avec le fait que c'était une pandémie, puis personne ne savait vraiment quoi faire. Puis c'était un peu vraiment de l'improvisation, mais pas juste en Canadian Premier League, mais un peu partout dans le monde. Après, il y a des ligues qui sont établies depuis des dizaines, des vingtaines, des centaines d'années, qui ont l'habitude qui ont une organisation et qui ont une structure assez stable, une structure assez bien faite, une organisation très poussée, qui fait en sorte qu'un peu ce manque de transparence-là, on le voit un peu moins, tandis que la Canadian Premier League, ouais, il y a une structure en place, mais finalement, à part le commissaire, tu vois rarement beaucoup de personnes s'exprimer sur la Ligue. Donc, finalement, tu as comme l'impression que c'est une sorte de monarchie avec David Clanahan vraiment au top de la monarchie, en train de décider tout seul. En fait, on sait que ce n'est pas vrai,
mais ça donne cette impression-là quelque part, puis on a envie de le pointer du doigt à lui, mais on le sait que c'est pas juste lui qui décide, on le sait très bien, mais on n'a personne d'autre, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas comment, on ne sait pas où est-ce que la chaîne de communication s'arrête, où elle est en train de bloquer, c'est quoi qui arrive, on ne sait rien. Tandis que ce serait bien de faire peut-être un point de presse à chaque 2-3 semaines ou à chaque mois en disant, ben écoute, voilà où on en est, il n'y a pas d'avancement, mais voilà où on en est, on a réfléchi à ça, mais ça n'a pas trop marché, on a réfléchi à ça, ça n'a pas trop marché. Et après, oui, c'est sûr que peut-être il va toujours y avoir des critiques. On vit dans un monde où les critiques, il y en a tout le temps, mais au moins, tu tiendrais un peu en haleine tes supporters, tandis que maintenant, tes supporters sont un peu... ils ont comme l'impression que la Ligue ne va jamais reprendre. Et j'ai vu des tweets même à un moment donné, des personnes qui disaient, ben, la Ligue, si jamais elle reprend en 2021, non, la Ligue va être reprise. Il l'a dit, David Clanahan, dernièrement, en disant il y aura une saison 2021 cette année. Ils veulent une saison complète. Il ne faut pas oublier, comme tu l'as dit, la saison morte est longue. Il y a des moyens de vraiment raccourcir cette saison-là. Il y a assez de plages horaires pour pouvoir faire une saison, même si jamais ça commence au mois de juin. Donc, bref, on verra ce qui va se passer. Mais parlons un peu de cette annonce-là. Donc, initialement, cette ligue était prévue, et enfin, la saison 2021 était prévue pour le week-end de la fête de la Reine Victoria, ou bien la fête des Patriotes, pour ceux qui sont au Québec. Mais finalement, ça a été repoussé. Malheureusement, on n'a pas de date. La seule date qu'on nous a donnée, je trouve que c'est là où je pense que la Canadian Premier League s'est avancée et s'est améliorée, c'est qu'au moins, ils ont donné une date pour une annonce. On ne sait pas quel genre d'annonce ça va être, mais le 15 mai, il va falloir vraiment être à l'affût, il va falloir vraiment suivre l'actualité, parce que ça a l'air que le 15 mai, il va y avoir une annonce par rapport à tout ça. Est-ce que tu t'attends à quoi, toi, le 15 mai, Alex? Est-ce que tu as comme l'impression que ce sera encore une annonce du style « Ah, ben on ne sait pas quand on va commencer, mais ce sera bientôt » ou est-ce que tu penses qu'il y aura vraiment un calendrier beaucoup plus simple, quelque chose de beaucoup plus défini? La chose qu'il faudrait qu'ils évitent de faire, puis ils avaient l'habitude de le faire dans le passé, c'est de nous donner une date et nous dire bon, ben dans 6 à 8 semaines, on va vous faire une annonce. Tu arrives dans 6 à 8 semaines et ils te disent que ben, dans 6 à 8 semaines, on va vous faire une annonce. Fait que j'espère que ça va être quelque chose de concret parce que ça, je pense que les partisans ont été très clairs. Ils sont vraiment à bout de ce style de communication de la Ligue. Euh, Moi, ce que je m'attends, c'est qu'ils vont annoncer un format. Euh, je crois que ça va être une bulle parce que la raison du pourquoi pour la bulle, c'est qu'en Ontario, on a encore ce problème où est-ce que je réside. On a encore ce problème où est-ce que le gouvernement de l'Ontario n'a pas donné l'autorisation aux 3 clubs de CPL de s'entraîner. Il a même fallu que l'Atlético Ottawa aille s'entraîner en Espagne pour commencer leur pré-saison. Donc, York United et Forge sont complètement bloqués. Puis, à quelque part, je peux comprendre la province. Au début, j'étais vraiment en furie contre la province parce que je ne rentrerai pas dans la politique. Mais il ne faut pas oublier que quand ils ont donné la permission au Toronto FC de s'entraîner à Toronto, c'est presque la moitié de l'équipe ou toute l'équipe qui a été mise en quarantaine. Et c'est pour ça que pendant le championnat des U23, aucun joueur du Toronto FC était disponible. Ils étaient tous malades. Ils ont tous attrapé la COVID ou presque tous. Fait que je peux voir où est-ce que la CPL demande à la province de l'Ontario de les laisser s'entraîner et la province dit juste non. Donc, je crois qu'une reprise pour la fête du Canada le 1er juillet, ce serait possible. Personnellement, moi, je vais recevoir ma première dose au mois de juin. Fait que la majorité de la province devrait déjà avoir eu leur première dose d'ici juillet. Et je crois que la Ligue vise vraiment à avoir des partisans dans les gradins. Puis je pense que c'est pour ça que ça traîne. Et j'espère qu'ils sont ouverts à allonger la saison vers le mois de novembre. Parce que ce serait vraiment dommage que ce soit juste juillet à octobre. Et là, tu vas te ramasser avec une autre longue saison morte. Ça fait juste tuer le momentum, à mon avis. Ouais, après, il faut trouver un endroit où jouer. Si jamais tu vas jouer au mois de novembre, on sait que dans certains endroits au Canada, il y a déjà certains endroits où il va y avoir de la neige.
ce sera peut-être pas praticable à ce moment-là. Bref, il va falloir vraiment penser à tout ça, réfléchir à tout ça comme il faut. Par contre, je veux juste dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Tu as parlé de l'Atlético Ottawa qui est parti s'entraîner en Espagne. Bon, il faut dire, il ne faut pas oublier, hein, le club parent de l'Atlético Ottawa, ben, c'est l'Atlético Madrid. Donc, il y a de l'argent. Donc, effectivement, c'est quand même intéressant de voir ça. Et les 4 autres clubs de la CNPL hors Ontario ont tous commencé l'entraînement. Donc, que ce soit les Wanderers à Halifax, les Addies du GFC Edmonton, le Cavalry FC en Alberta, le Pacific FC en Colombie-Britannique. Ils ont tous repris l'entraînement aussi. Donc, au moins, quelque chose de positif, c'est que je ne pense pas que la Ligue aurait accepté. Je pense que si la saison n'allait pas se dérouler, je pense que la Ligue leur aurait dit, guys, attendez un peu avant de commencer votre pré-saison. Mais la pré-saison qui est déjà débutée, c'est déjà une bonne chose pour la tenue d'une certaine saison 2021. Il faut vraiment trouver un moyen pour que York United et Forge FC commencent leur pré-saison. J'espère qu'il ne va pas y avoir un problème avec la pré-saison écourtée pour ces 2 clubs ontariens, comme par exemple, genre, c'est quoi, dans 2 semaines, ça commence, débrouillez-vous. Non, j'espère qu'ils vont pouvoir leur donner le temps de faire une préparation de 3-4 semaines, parce que c'est ça qu'il faut pour que les athlètes professionnels arrivent à vraiment répéter les efforts et être compétitifs le plus possible. Donc, on verra ce qui va se passer du côté de la CNPL, mais bon, moi, j'ai hâte à voir au 15 mai, et je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, toi, Alex. Je pense que le 15 mai, si jamais il n'y a pas d'annonce, il y a un gros problème. Il y a un gros problème et je pense que ça va barder et pas à peu près. Et même si jamais ils disent « il y a une annonce le 16 mai », non. Tu as dit que c'est le 15 mai. Le 15 mai, il faut qu'il y ait une annonce. Débrouillez-vous, faites une annonce. Et trouvez quelque chose pour faire une annonce. Je suis curieux de voir c'est quoi qui va se passer. Après, j'ai comme l'impression qu'il faudrait peut-être je t'en ai pas parlé quand on a fait la préparation du podcast, mais je viens de penser à quelque chose. Pourquoi pas ne faire comme la NWSL qui a instauré la Challenge Cup, qui est un peu une forme de coupe en forme de tournoi. Tu commences ça dans une bulle peut-être. Tu peux commencer ça directement, peut-être au début du mois de juin ou à la mi-juin, par exemple, sur 2 semaines, et après, tu commences la saison. Donc, tu peux peut-être faire ça de ce point de vue-là. Et en fait, la NWSL, ça a tellement bien marché en 2020 qu'ils ont répété l'édition en 2021 parce qu'ils ont trouvé que les gens, il y avait un engouement autour de ça, qu'il y avait un format coupe et en plus, ils pouvaient faire leur saison juste après. Ils ont aimé ce format-là. C'est peut-être quelque chose à voir. Est-ce que tu penses que ce serait quelque chose qui serait intéressant pour la Canadian Premier League? Tout à fait, parce que si le monde se souvient, les Island Games de l'île du Prince-Édouard. C'était magnifique. C'était impressionnant. Je ne pensais pas que la Ligue pouvait faire quelque chose comme ça. Et c'est là que tu vois un peu le manque de préparation parce que tu sais que tu es en pleine pandémie et que ça va durer. Moi, je trouve ça surprenant que la Ligue n'ait pas utilisé l'île du Prince-Édouard comme plan B. Comme tu pars, tu fais un autre Island Game. Puis, si tu arrives et tu restes là le temps que tu as besoin de rester là, ça a été très vendeur. On a même vu que les Island Games ont été diffusés aux Caraïbes, en Inde, en Afrique, aux États-Unis, même sur Fox News. Non, pas Fox News, mais Fox Sports 2. Ça existe plus, ça s'appelle Bally Sports maintenant, quelque chose comme ça. Ouais. Mais il y avait même un soir que la Canadian Premier League était le programme le plus regardé sur cette chaîne aux États-Unis. Ils ont là une formule, mais tu vois que la Ligue, ils ont l'air vraiment de tenir à avoir les fans dans les gradins. Puis, je trouve que c'est un peu trop tard pour aller à Charlottetown puis essayer de négocier ça. Parce que ça aurait dû être fait avant. Ça, c'est un petit peu décevant. Je trouve que la NWSL, eux, ils ont eu la vision et la préparation et l'expérience et l'expertise, comme tu l'as apporté plus tôt, pour voir que ça marche. Et vous savez quoi? La pandémie, ça ne va pas s'en aller demain matin. On va juste répéter. Au moins, on va rester d'actualité. Pendant que là, on n'est pas d'actualité du tout. Puis tu disais, ça va barder si on n'a pas de nouvelles le 15.
moi, je ne pense pas que ça va barder. Moi, je pense que beaucoup de monde, ils vont juste éteindre la lumière puis ils vont dire, si la CPL envoie un tweet, mais c'est comme un gazouillis, je vais même pas prêter attention. Fini, il perd toute crédibilité, comme tu l'as dit, complètement d'accord avec toi. Ben, écoute, en tout cas, on va attendre le 15 mai, on va leur donner la chance. Il y a déjà une annonce que le Valor devrait reprendre aussi l'entraînement le 17 mai. Donc, j'avais oublié de le mentionner un peu plus tôt. Donc, le 17 mai, c'est le retour en entraînement pour le Valor FC. C'est quand même une très, très bonne chose. Donc, comme deuxième nouvelle du côté de la Canadian Premier League, il y a eu un tweet où, en fait, une nouvelle qui vient de sortir par rapport à la franchise qui a été donnée en Saskatchewan, qui va débuter, en fait, lors de la saison 2023. Cette franchise-là, qui n'existe pas encore, a dévoilé, en fait, ses plans de stade du côté de la Saskatchewan, en fait, à Saskatoon même. Un stade, très sérieusement, tu regardes la photo, puis ça a l'air vraiment magnifique. Moi, ça me donne envie. J'ai eu des étoiles dans les yeux à voir cette photo-là parce que ça a l'air super beau. C'est un stade qui se trouvera au Prairieland Park à Marquis Down, qui est à Saskatoon, en Saskatchewan. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. Il y a l'entreprise qui s'occupe de ça, c'est PCL Construction, qui est en train de vraiment développer tous ces plans-là. Bon, les plans, vous pouvez aller voir la photo, je l'ai partagé sur Twitter, vous pouvez aller le voir sur mon compte. Mais aussi, vous allez voir que cette photo-là, c'est un peu le plan. C'est un peu un plan squelette, mais ça peut évoluer dans le temps avec PCL Constructions, dépendamment des discussions et ainsi de suite. Alex, t'as trouvé, est-ce que quand tu as vu ce stade-là, est-ce que quand tu as vu cette photo-là, est-ce que toi aussi tu as été impressionné, ça t'a donné envie d'aller voir un match de foot là-bas? Oui, ce ne sera pas une surprise pour personne. La Saskatchewan, c'est pas vraiment au top de ma liste pour faire du tourisme. Mais ce stade, oh my God, c'est un vrai stade de soccer spécifique. Et comme tu disais aux auditeurs, ils vont pouvoir aller voir les plans avec le tweet que tu as retweeté, qui a été très populaire. Je pense que ça fait rêver beaucoup de monde et beaucoup de partisans qui aimeraient avoir une équipe à Québec, au Québec ou ailleurs. Euh, Moi, le message que ça envoie, c'est que malgré les défauts que cette ligue possède, et cette ligue n'est pas parfaite, elle a des défauts, mais c'est une ligue qui apprend très vite. Ouais. Parce que si on voit ce qui se faisait en MLS, ça a pris combien de temps avant que la MLS impose comme prérequis la construction d'un stade de soccer spécifique? Ben, très sincèrement, il faut dire aussi que la MLS a un peu joué le rôle de cobaye aussi. Donc, on a comme l'impression que la MLS a fait le cobaye. Ils ont un peu creusé le tunnel. Puis la Canadian Premier League, tout ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment rentrer dans le tunnel et suivre déjà le chemin de fer déjà tout tracé, non? Exactement. Puis, si tu veux grossir rapidement et essayer de t'établir comme une des meilleures ligues en Amérique du Nord, parce qu'il ne faut pas oublier, le commissaire avait dit comme ambition, euh, la Ligue a comme ambition d'être dans le top 3 des meilleures ligues en CONCACAF. Mais il faut que tu aies l'air de ça aussi. Puis, ce stade d'ailleurs, qui va être construit au coût ça va être entre 15 et 21 millions de dollars. Puis on voit que les propriétaires sont sérieux parce que le groupe d'investisseurs Living Sky Sports and Entertainment, eux, ils ont déjà partagé des plans pour construire un stade dans le centre-ville de Regina, un stade de baseball de 3500 places qui va coûter entre 20 et 25 millions de dollars. Fait que tu vois que la Canadian Premier League, ils ont été chercher un investisseur sérieux qui est prêt à investir beaucoup d'argent. Et je sais que ce qui manque, tout ce qui manque pour la construction du stade, c'est une subvention de la ville de Saskatoon et de la province de la Saskatchewan. Mais la majorité de l'investissement va venir des propriétaires. Fait que là, vous parlez d'un magnifique stade dans une ville de près de 250 000 habitants, qui est la plus grosse ville en Saskatchewan dans les prairies. Et j'en parlais avec toi, Adi, pendant la préparation. Il faut comprendre qu'en Saskatchewan, puis ça, c'est à travers les prairies, tu as cette culture du sport où est-ce que les habitants des prairies, ils vont supporter leur équipe sportive.
personne ne pourrait penser qu'une ville comme Regina, qui a moins de 250 000, pourrait faire salle comble dans le football canadien en LCF, en CFL, et remplir un stade de 30 000 personnes. Et ça, c'est beaucoup attribué au fait que tu as beaucoup de monde de Saskatoon qui fait l'aller-retour de 3 heures pour aller au match. Ouais, Donc, c'est ça, c'est fou. Je veux juste préciser quelque chose pour les auditeurs parce que mm-hmm. quand on parle de football canadien, c'est en fait du football. Les Européens peut-être ne peuvent pas comprendre c'est quoi le football canadien. C'est du football américain, donc ovale, mais on l'appelle football canadien parce que les règles sont un peu différentes du football américain que vous connaissez, la NFL et ainsi de suite. Donc, juste pour préciser ça parce que même moi, il y a genre 5 ans de ça, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les deux. Mais maintenant, je le sais, donc juste pour préciser ça. Mais je laisse continuer. Effectivement, beaucoup de support de la part de la population locale envers leurs équipes sportives. Tu as parlé un peu de football canadien/américain. Quels sont les autres sports où il y a aussi beaucoup de support? Il y a beaucoup de support pour la crosse. Je ne sais pas si nos auditeurs européens ils sont habitués avec ça, mais il y a le Saskatchewan Rush qui joue à Saskatoon, puis eux, ils étaient déjà capables d'attirer plus de 10 000 personnes en moyenne d'assistance. C'est fou. Pour un sport comme le lacrosse. Le lacrosse, c'est un peu un style c'est un peu difficile à expliquer, mais... handball avec un ballon, mais c'est une balle. Voilà, à peu près, ouais, à peu près. Tu veux, ouais, c'est ça. Bon, bref, c'est un peu bizarre, mais c'est très cool à voir. J'ai déjà vu des matchs de lacrosse, puis je sais pas, c'est sympathique à voir comme sport. Donc, si jamais il y avait un match de lacrosse de professionnel pas loin, je serais sûrement allé voir juste par curiosité. Et puis, je suis sûr que je serais tombé amoureux, peut-être pas amoureux, mais genre j'aurais été plus intéressé si jamais j'avais ça. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, tu parlais un peu du support local. Il y a beaucoup de support local. Tu as parlé là de Regina, parce que c'est ça, en fait, c'est la capitale de la Saskatchewan, ou non? C'est Saskatoon, la capitale de la Saskatchewan. Mais sauf que Regina, pendant longtemps, a été une des plus grandes villes en Saskatchewan. Puis là, c'est Saskatoon qui est un peu plus grande, je pense, dernièrement. Pourquoi tu penses que ça va marcher aussi du côté de Saskatoon, tandis que ça a toujours été autour de Regina? Pourquoi maintenant, c'est aux côtés de Saskatoon, ça marcherait aussi? Ben, tu sais, Saskatoon, c'est une plus grosse ville que Regina. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'été, ben, pour aller voir le football avec ballon ovale, c'est 3 heures de route pour aller à Regina. Mais à Saskatoon, il n'y a rien l'été. Il n'y a vraiment rien. Même le stade de baseball, l'équipe de baseball dans la ligue amateur, si on peut appeler ça comme ça, c'est à Regina. Donc, à Saskatoon, tout ce que vous avez, c'est la crosse, qui est, je crois que c'est à l'automne, l'hiver. Puis, vous avez les Saskatoon Blades pour le hockey de la Ligue de l'Ouest, qui est le hockey junior. Donc, l'été, il n'y a rien du tout. Donc, eux, ils peuvent compter sur toute la population de Saskatoon. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un certain changement démographique et l'immigration qui rentre. Et le même phénomène avec Regina. Donc, tu peux déjà construire cette culture dans la ville de Saskatoon et tu peux aussi inviter le monde de Regina à venir supporter ton équipe parce que c'était vraiment comique parce que le propriétaire de l'équipe, il disait dans un podcast qu'il n'était pas trop sûr comment il allait appeler le club puis il était ouvert aux suggestions, mais vous pouvez déjà vous attendre qu'ils ne vont pas appeler le club Saskatoon parce qu'au début, ça va être une équipe qui va représenter la province. Mais fait étonnant, puis ça, c'est très important de le souligner, le propriétaire a réussi à négocier avec la Ligue l'exclusivité sur toute la province. Donc, c'est magnifique. Fait que si un jour, il y a un club à Regina, les seuls qui ont le droit d'opérer un club à Regina, c'est également Living Sky and Entertainment. Je ne sais pas comment la structure Bien, ils vont devoir peut-être prendre l'autorisation ou en fait peut-être un certain échange monétaire ou acheter un peu un sorte de club aussi de Living Sky Sports, comme tu l'as dit. C'est sûrement ça. C'est là que revient un peu l'exclusivité. Après, c'est sûr que point de vue conflit d'intérêts, c'est pas normal que la même compagnie ait 2 clubs au sein de la même ligue. Ce serait un peu un gros désavantage pour toutes les autres équipes au sein de la ligue. Donc, ouais, je vois ce que... Mais je pense que c'est une bonne chose et très sincèrement, je pense pas qu'il y a assez d'engouement pour avoir 2 clubs
dans cette région-là. Déjà, commençons par un. Entre Regina et Saskatoon, tu as à peu près 500 000 personnes. Si j'ai bien compris, si j'ai bien évalué tout ça. Donc, avec à peu près 500 000 personnes, bah, tu devrais pouvoir remplir un stade de 10 000, 15 000 personnes à chaque match presque. Donc, ça devrait être assez simple. Donc, bref, on verra. On verra si jamais, surtout le fait qu'il n'y ait pas grand-chose en été, comme tu l'as dit. Je suis parti voir pendant qu'on parlait pour la crosse. La crosse, la saison se joue de novembre à mars. Donc, effectivement, ça ne se joue pas en été. Donc, c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur. Donc, ça ne se joue pas en été. Donc, effectivement, ça laisse la place libre au sport d'été avec le soccer. Donc, on va voir si ça va prendre. Et je pense que ça va prendre. Et le fait qu'on permet un peu à cette province et à cette franchise de créer un peu de l'engouement autour de cette franchise-là qui débutera, comme on l'a dit, en 2023. Donc, il y a amplement le temps. Il y a encore 2 ans pour y arriver. Je pense aussi que ça aide à un peu montrer un peu, faire grandir cet intérêt envers la Canadian Premier League. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Alex. Ben, ils ont aussi cette culture-là dans les prairies que les grandes rivalités, que ce soit au hockey ou au football ballon ovale, ils ont cette rivalité avec le Manitoba, avec Winnipeg et l'Alberta. Donc, tu vois que ce que j'aime avec ce projet de club, c'est que tu vois que le propriétaire, il a une vision globale, mais il est assez humble pour reconnaître que beaucoup de choses sur le foot, il ne connaît pas. Il va beaucoup dépendre des experts, mais tu vois que sa vision, c'est OK, on va commencer avec construire cette culture de foot, la culture des partisans que, au crédit de la Ligue, ils ont réussi à vouloir cultiver à travers tout leur marché et ils vont servir quelque chose de familier à leurs fans parce que leurs fans sont familiers avec les rivalités entre les prairies et les différentes provinces des prairies. Et ça va leur donner une chance de dire, oh, ben, on a une équipe du Québec, puis ça, c'est quelque chose qu'ils ne voient jamais parce qu'ils ne font pas partie d'une ligue où est-ce que tu as des équipes du Québec ou de l'Ontario. Ben, l'Ontario, oui, mais comment dire, à Saskatoon, ils ne voient pas ça parce qu'il n'y a pas de sport l'été. Fait qu'au moins, tu peux construire des nouvelles rivalités, grandir l'engouement et c'est ça qui va nourrir le noyau de cette volonté de vouloir créer un club juste pour Regina, parce que là, tu vas avoir Regina qui vont dire, ben Saskatoon, ils ont un club de foot, nous, on a tout, mais eux, ils ont le soccer. Pourquoi nous, on n'a pas le soccer aussi? Et c'est là que tu peux, à long terme, essayer d'établir un derby entre les deux villes. Ouais, ça serait très intéressant. En tout cas, on va très, très loin un peu dans ce podcast par rapport à ce qui pourrait se passer du côté de la Canadian Premier League. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, puis je ne sais pas s'il y a un gros débat à avoir, mais une petite question comme ça qui serait quand même assez intéressante. Avoir un stade de foot spécifique au soccer, pour toi, est-ce que c'est devenu vraiment la norme du soccer moderne et aussi la norme du soccer en Amérique du Nord? Est-ce que tu penses que la Canadian Premier League a les yeux un peu trop gros et a le ventre un peu trop grand pour demander un stade de foot spécifique au foot avant de rejoindre la Ligue, ou est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? C'est une excellente chose parce que si tu veux être pris au sérieux, tu dois montrer que tu es une ligue sérieuse. Il ne faut pas se le cacher, tout ce que les Canadiens connaissent, c'est la MLS. Puis toi, tu es une nouvelle ligue de foot, puis tu essaies de t'établir comme une vraie ligue majeure au Canada, une nouvelle ligue majeure, mais tu dois te comporter comme tel, puis tu dois te présenter comme tel. Donc, si tu demandes à tes investisseurs sérieux, puis déjà, le cahier de charge, comme on dit, est très, très lourd pour rejoindre la Ligue demande énormément de garanties financières aux investisseurs pour rejoindre la Ligue, plus les frais d'adhésion sont très élevés. Pourquoi pas demander un vrai stade spécifique dès le départ? Et d'ailleurs, c'est quelque chose que David Cronachan n'avait jamais caché. Pour lui, c'est bien beau que tu dis que tu veux un club, mais tu vas jouer où? Mais déjà, le fait qu'ils sont sévères sur les normes du stade, il ne va pas se faire prendre comme ce qui est arrivé à Edmonton, où est-ce que il y avait clairement un plan de stade pour Edmonton. Le même stade, oui, mais il comptait sur des améliorations significatives. Et la ville a fermé la porte et tu regardes le stade à Edmonton, ils sont pris avec ce que c'est. Puis tu regardes à Victoria,
à Langford pour le Pacifique. Ils avaient la garantie que le poteau serait enlevé, ce serait bien pour la télévision et ils sont pris avec le poteau. Fait que moi, je pense qu'ils ont appris de ces deux cas puis ils ne veulent pas se faire prendre encore. Fait que au moins, tu as cette garantie que tu vas avoir un beau stade, ça va être attrayant. Puis, tu sais quoi, si tu donnes l'image que tu es une ligue majeure, une vraie ligue sérieuse, mais tu vas être traité comme tel. Mais si tu te comportes comme une ligue mineure puis tu joues dans un stade où est-ce que tu as des écoles secondaires vont jouer le ballon ovale, mais le monde, tu peux... Ça ne marche pas trop. Ça ne marchera pas. Tu perds de la crédibilité. On l'a voyé un peu au début de la MLS quand ça a commencé, les stades de football américain qui étaient utilisés. Très sérieusement, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je n'étais pas encore au Québec en 96, moi, je suis arrivé en 2001. Dans ce temps-là, je ne suivais pas trop encore la MLS. Puis quand j'ai voulu suivre, parce que j'étais curieux et j'ai voulu suivre, j'ai regardé un match, puis je voyais les lignes un peu de football américain sur le stade de soccer. Je me suis dit, OK, ils ne sont pas sérieux, ça ne marche pas. Puis ça m'a directement désintéressé. Après, ça a pris quelques années, mais après, directement, j'ai eu la piqûre parce que les choses se sont développées, les stades se sont développés, il y a eu des choses qui sont arrivées, des trucs qui ont été mis en place. Là, la CanPL, ils commencent un peu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils ont appris de ils ont appris de la MLS. Les erreurs que la MLS a fait, ils sont en train d'en apprendre. Après, il ne faut pas non plus, je pense, demander trop de choses non plus. Je pense que c'est pour ça qu'on voit peu d'expansion du côté de la Canadian Premier League. Mais aussi, il faut dire qu'ils sont vraiment malchanceux d'être tombés en pleine pandémie aussi après leur première saison. Heureusement qu'ils ont demandé beaucoup de garanties financières parce que si jamais ils ne l'avaient pas fait, je pense qu'à cause de la pandémie, peut-être que la Ligue n'aurait plus existé. Et je pense que c'est parce qu'ils ont été exigeants envers les investisseurs qui investissaient dans cette ligue, que la ligue est encore là, qu'il n'y a eu aucun club qui a fermé ses portes, qui a mis la clé à la porte, pardon. C'est grâce à ces exigences-là qui ont été demandées. Donc, bref, va falloir réfléchir à tout ça pour le reste des expansions. Et en tout cas, on en parlera, bien évidemment. Je pense que c'est un sujet où on peut parler des expansions peut-être à chaque semaine, si jamais vous voulez. Surtout quand notre ami Daniel Cameron est ici, parce que c'est un sujet qui le passionne. Donc, on verra ce qui va se passer dans le futur. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un stade de foot spécifique est la moindre des choses pour une ligue qui se veut crédible et qui se veut visionnaire, parce que le but, c'est d'avoir un avenir à long terme. Et je pense que ça passe par là. Donc, entièrement d'accord avec toi. Donc, voilà pour ce qui est de l'actualité du soccer canadien présentement. On va aller vers notre sujet principal, qui sont les performances des joueurs canadiens en Europe. On va pas parler de tous les joueurs canadiens. On va parler un peu, je ne vais pas dire des plus importants, parce que ce n'est pas spécifiquement les plus importants, mais c'est plus ceux qui sont en très bonne position, ou presque ceux qui ont réussi à gagner leur championnat. Et je pense que c'est ça qui est très important de souligner, c'est qu'on a plusieurs Canadiens à travers l'Europe entière à vraiment avoir déjà gagné leur championnat local ou à être en passe de gagner le championnat local, ou bien être très, très proche ou dans le sprint final de leur championnat en Europe. On va commencer en premier par le capitaine de la sélection nationale de l'équipe Canada, Scott Arfield, qui joue en Écosse du côté des Rangers FC. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous donner un petit topo sur le championnat en tant que tel. Le championnat écossais, ça a toujours été un championnat qui a fonctionné avec deux locomotives, avec le Celtic de Glasgow et les Rangers, les Rangers de Glasgow aussi. Le dernier titre remporté par une autre de ces deux équipes, ça revient à 1985 et c'était Aberdeen sous les ordres de Alex Ferguson. Alex Ferguson avant Manchester United. Donc, c'est juste pour vous dire combien ce championnat est dominé par ces deux équipes-là. Le titre, malheureusement, a été, malheureusement ou heureusement, dépendamment de quel côté vous vous placez, a été remporté par le Celtic sur les 9 dernières années, parce que les Rangers ont eu des problèmes financiers, ils ont dû être rétrogradés en 4e ou 5e division écossaise, puis ils sont remontés, ils ont regravi les échelons, et cette année, en 2021, ils ont réussi à remporter le titre de l'année 2020-2021. Ils ont plus de 20 points d'écart, maintenant 23 si je ne me trompe pas. Ils ont une fiche de 30 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite. Très important de souligner, invaincus cette saison, les Glasgow Rangers, mais aussi
Scott Arfield a fait partie de cette équipe, a été une partie intégrante de cette équipe, sous les ordres de celui qu'on connaît sous le nom de Steven Gerrard. Une très, très belle histoire, mon cher Alex, mais toi, tu vas me parler un peu de Scott Arfield. Combien c'était important cette saison pour Scott Arfield, qui, on le rappelle, a joué auparavant à Burnley en première division anglaise. Est-ce que tu penses que c'est important pour un joueur de la trempe de Scott Arfield de remporter un championnat dans sa carrière? Absolument. Puis, il ne faut pas oublier que Scott Arfield, comme tu viens de le mentionner, il a joué pour Burnley, donc il a passé des saisons en English Premier League, la première ligue anglaise, et il n'a pas... Tu sais, Burnley, avant de se joindre aux Rangers, Burnley voulait le garder parce que Scott Arfield, c'était un partant en première ligue anglaise et il voulait le garder. Et c'est lui qui a décidé de quitter pour Rangers parce que Rangers, c'était son club d'enfance. On a tous nos clubs préférés. On grandit, puis un jour, on rêve de jouer pour son grand club local. Ben, il est écossais aussi, hein, donc on oublie qu'il est... En fait, sa mère est canadienne, c'est son père qui est écossais, donc il est aussi écossais. Donc, un peu comme notre commissaire, hein, David Clanahan, qui, quand il est venu ici, avait dit que c'était son club de cœur aussi, quand il était sur CS Alera. Donc, c'est assez intéressant de voir le point commun entre les deux. Mais est-ce qu'il a été une pièce importante de ce titre-là et de cette conquête vers le titre de champion d'Écosse? Absolument. Scott Arfield, il a été un des acteurs les plus marquants de cette saison de rêve sous Steven Gerrard. Et il ne faut pas oublier que se joindre aux Rangers, pour lui, s'il y avait une autre raison, c'est un club que tu sais qui va compétitionner pour aller en Ligue des Champions, au moins passer au stade de qualification, ce qui n'allait pas arriver, ce qui n'allait pas vraiment arriver avec Burnley. Donc, non seulement c'est un club qui a complètement dominé la Ligue écossaise toute la saison, mais ils ont très bien fait en Europa. C'était surprenant le parcours qu'ils ont eu. Puis en passant, Scott Arfield a compté 3 buts en Europa, puis il a compté des buts importants. Et à chaque fois que Rangers arrivait contre un club, tout le monde disait Rangers va perdre parce que les clubs écossais... C'est plus que c'était, malheureusement. C'est plus que c'était, mais il a compté un but contre le Galatasaray de Turquie, le Standard Liège de Belgique et le puissant Benfica du Portugal. Ça, c'était des gros buts importants et c'est ça qui a propulsé le club écossais plus loin dans la compétition Europa. Et pour ce qui est de l'importance de gagner un trophée dans sa carrière, ben, c'est surtout quand tu le fais avec ton club d'enfance, je vois pas, c'est comme la cerise sur le gâteau de ta carrière. Je pense qu'il est aux anges en ce moment. Malheureusement, il est présentement blessé. Et pour répondre, aussi une autre façon de répondre à ta question, c'est qu'il a tellement été important pour son club que tu avais même Steven Gerrard qui prenait le micro, qui disait « Ah, représenter le Canada. » Non, il m'a dit que c'était terminé. Puis Scott Arfield a été obligé de clarifier « Ben, c'est pas que c'est terminé, mais tu sais, je suis en pleine saison, puis ça va bien, puis je veux me concentrer sur ma saison. » Puis il avait été un des grands absents lors de la dernière qualification pour la Coupe du Monde. Et tu vois que Rangers ne voulaient pas risquer une blessure en allant jouer dans des terrains en CONCACAF. Ils ont besoin de Arfield. Là, comme tu l'as mentionné, c'est presque 30 points d'avance qu'ils ont. 23 points jusqu'à présent. 23 points d'avance. Donc, bon, le championnat est acquis. Mais oui, il est 100% acquis. Puis il y a une possibilité, ils vont faire les tours préliminaires pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, il y a une possibilité de revoir Scott Arfield en Ligue des Champions. Je veux juste avoir une petite question à te poser, toi, Alex. Est-ce que tu penses que pour le mois de juin, ce sera la fin de la saison, l'Écosse, il n'y aura plus de championnat à ce moment-là. Il y a les qualifications vers la Coupe du Monde. Il y a aussi la Gold Cup. Est-ce que tu verrais Scott Arfield participer soit aux qualifications de la Coupe du Monde ou la Gold Cup avec l'équipe Canada, ou est-ce que tu penses que... Parce que je me rappelle un peu de la conférence de presse de John Herdman, et John Herdman avait dit j'ai parlé à Scott Arfield, c'est pas qu'il veut plus venir représenter le Canada, mais il nous a fait comprendre que pour les petits matchs, comme les matchs contre les îles Caïmans et ainsi de suite,
il n'allait pas faire tout ce déplacement et ce risque de blessure-là et prendre ce genre de risque-là pour des matchs qui sont des formalités un peu pour l'équipe nationale canadienne. Est-ce que tu penses, par exemple, que le match contre le Suriname ou le match ou bien la Gold Cup, c'est des compétitions qui pourraient l'attirer? Je pense pas. Parce que surtout qu'en ce moment, son statut, c'est qu'il est blessé pour le reste de la saison. Ouf. Donc, s'il se rétablit au courant de l'été, je pense pas que la Gold Cup, ça va l'intéresser. Je pense que surtout, il n'a pas joué longtemps en Écosse, mais tu peux demander à n'importe qui. C'est une ligue qui est extrêmement physique. Ouais. Puis il a quand même déjà, il a 31 ans ou peut-être plus. Il est déjà dans sa trentaine. Donc, c'est pas quelqu'un qui avait l'habitude d'être blessé fréquemment et c'est sa deuxième blessure dans la même saison qui l'a tenu à l'écart pendant un bon bout de temps. Moi, je pense que Scott Arfield, c'est quelqu'un qu'on va revoir quand on va se rendre à la ronde finale des 8 clubs, le octo de la CONCACAF. Là, je pense qu'il va venir. Parce que lui, c'est ça. J'adore ce qu'Alex a dit. Quand on va se rendre à la phase finale. Pas si on va se rendre à la finale, quand on va se rendre à la phase finale. On espère en tout cas y arriver à cette phase finale-là, mais je pense qu'à ce moment-là, il n'aura pas trop le choix de venir rejoindre l'équipe nationale ou sinon qu'il prenne sa retraite internationale dès maintenant. Parce que si arrivé dans le octobre, tu n'es pas intéressé, c'est que tu ne vas jamais être intéressé parce que c'est là que ça compte. Il a déjà 32 ans, Scott Arfield, il aura 33 au mois de novembre. Donc, effectivement, il est plus très, très jeune. Puis je comprends très bien. Après, bon, il y en a d'autres plus âgés qui le font le voyage, mais on va parler un peu plus tard, bien évidemment. Donc voilà pour ce Scott Arfield, notre premier Canadien qui a remporté son championnat, le championnat écossais, et un championnat quand même assez compliqué où on a d'autres Canadiens qui jouent comme David Witherspoon qui joue à St. Johnston, qui est là-bas aussi, mais bon. Lui, il est très, très loin de remporter le championnat avec St. Johnston. Passons au deuxième Canadien. Ben, écoute, ce Canadien-là, c'est quelqu'un qui a fait un peu ses marques et qui a pris son envol en Serbie, du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Je sais que quand vous écoutez l'Étoile Rouge de Belgrade, vous devez sûrement vous dire, ben, en Serbie, Étoile Rouge de Belgrade, c'est quoi ça? Oui, malheureusement, l'Étoile Rouge de Belgrade, ce n'est plus le club d'avant. Par contre, je pense que si vous regardez un peu l'histoire de ce club-là, c'est un énorme club en Europe. Ce club-là a remporté la Ligue des Champions ou la Coupe européenne dans le passé, European Cup, en 1991 face à l'Olympique de Marseille. Une défaite qui me fait très mal jusqu'à maintenant. Mais c'est un club qui a été énormissime, qui a déjà fait une autre finale aussi en Coupe européenne aussi. Il est maintenant champion de Serbie avec 12 points d'avance sur l'un des autres, des clubs énormes aussi de Serbie, qui est le Partizan de Belgrade. Donc, 12 points d'avance sur le Partizan de Belgrade, ce qui est énorme. Il a remporté la Superliga, qui est la Ligue serbe, pour la 4e fois consécutive cette année. Et en plus, en Europa League, le club a réussi à se qualifier pour les 16e de finale en sortant d'un groupe qui n'était pas très, très simple, avec Hoffenheim d'Allemagne, Liberec de République tchèque et la Gantoise de Belgique. Donc, ils ont réussi à sortir 2e après Hoffenheim et de tomber malheureusement en 16e de finale face au Milan AC, le grand Milan AC. Mais attention, ils sont sortis de là, la tête très, très haute, sur la différence pas la différence de but, mais sur les buts marqués à l'extérieur. Parce que en Serbie, il y a eu 2-2 entre l'Étoile Rouge de Belgrade et Milan AC. Et à Milan, il y a eu un partout. Le Milan AC est passé. Par contre, l'Étoile Rouge de Belgrade avait vraiment son mot à dire dans ce match-là. Dans les buts, on a Milan Borjan. Milan Borjan, qui est le gardien de l'équipe nationale canadienne depuis quelques années déjà, qui est clairement le numéro 1 de cette équipe. Oui, sous les couleurs canadiennes, il a tendance à faire des petites bourdes à droite et à gauche, mais ça reste quand même une valeur très, très sûre de cette équipe nationale-là. Alex, comment était la saison de Milan Borjan avec l'Étoile Rouge de Belgrade et en Europa League? Fidèle à lui-même, je ne pourrais pas dire qu'il a fait moins bien que les saisons passées où il a fait mieux. Il a été... C'est drôle que tu soulèves les bourdes qu'il fait avec l'équipe canadienne parce que c'est le jour et la nuit. En Europe, c'est un symbole de constance.
son club compte sur lui. C'est lui le capitaine, c'est lui le général. Tout le monde regarde vers lui. C'est lui qui sauve son équipe. Je vais me toujours rappeler la qualification pour la Ligue des Champions l'année dernière contre Copenhagen. Et je pense que ça avait été je pense qu'il y avait eu 2 tours de penalty pour passer. Et tu le voyais célébrer quand il avait marqué sur son penalty, puis il faisait des arrêts. C'était juste complètement fou à regarder. Et puis tu vois que même quand il joue contre des clubs contre lesquels il est complètement déclassé, c'est lui qui garde son équipe dans le match. Donc, en Serbie, en championnat de Serbie, c'est lui c'est une des clés du succès du club. Donc, très solide devant les buts. En Europe, il garde son équipe dans le match. Puis, on ne faut pas se le cacher, c'est un club légendaire en Serbie, mais quand tu les mets dans l'arène continentale contre des plus gros clubs, ils vont toujours commencer comme les négligés, les défavorisés, ceux que tu ne leur donnes pas vraiment de chance. Puis, miraculeusement, il garde son équipe dans le match. Il est très concentré. Tu vois que son équipe joue avec beaucoup de confiance devant lui. Et même contre Milan, c'était un des acteurs qui a gardé son club dans le match, malgré le fait qu'ils se sont fait éliminer, mais comme tu l'as dit, avec la tête haute. Exactement, et il avait disputé tout un match contre Liverpool il y a 2-3 ans aussi en Ligue des Champions. Je pense que l'Étoile Rouge de Belgrade avait même remporté le match, je pense 1-0. Puis je pense que c'était Milan Borjan qui avait été l'homme du match. Il avait arrêté, je pense, une vingtaine de tirs. Il avait fait un truc de fou. Donc, valeur sûre du côté de l'équipe nationale canadienne et aussi champion en Europe, champion de Serbie. Donc, on a déjà 2 champions en Europe. On en a un 3e. Puis on ne peut pas passer un épisode sur les Européens, les Canadiens en Europe sans mentionner son nom. C'est nul autre que Alphonso Davies. Alphonso Davies avec le Bayern de Munich, défenseur gauche. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, comme je n'ai pas besoin de vous présenter le Bayern de Munich, mais je vais quand même le faire. C'est un des plus gros clubs de la planète, tout simplement. Un des, je peux dire, le top 5 mondial, c'est le Bayern de Munich. Une équipe tellement forte, un club tellement bien structuré. C'est un club qui est en Bavière. Maintenant, ce club-là a 7 points d'avance et 3 matchs à faire. Donc, ce n'est pas assuré d'être champion, mais bon, presque. Avec 7 points d'avance et 3 matchs à faire, on est très, très proche. En plus, ils n'ont pas de gros matchs à disputer encore dans les 3 derniers matchs. Ce club-là va remporter le championnat ou devrait remporter le championnat allemand pour la 31e fois de son histoire. Et ce serait pour une 9e saison consécutive dans la 3e meilleure ligue européenne présentement. Donc, on a en premier la Liga ou la Premier League, dépendamment de comment vous voulez le voir, c'est les 2 premiers. Et puis, la Bundesliga, c'est la 3e ligue la plus importante en Europe. Donc, le Bayern de Munich est là. Et qui se retrouve au sein de cet effectif? Alphonso Davies, et qui avait été nommé le meilleur jeune de l'année passée en Europe par l'UEFA. Il a été cette saison titulaire la plupart du temps. Il a eu une blessure qui l'a un peu dérangé. Mais on a comme l'impression que le hype Alphonso Davies est un peu moins gros que ce qu'on avait vu l'année passée, n'est-ce pas, Alex? Oui, c'est pas surprenant parce que pour ce qu'il a été capable d'accomplir dans sa première saison, c'est énorme. Puis je le lisais même dans le Guardian, ils l'ont mis comme un des 100 meilleurs joueurs sur la planète, un Canadien, ce qui est complètement incroyable. Mais tu sais, c'est comme tu es au sommet. Tu es champion de la Ligue allemande, tu es champion d'Allemagne, la Coupe domestique, tu es champion de la Ligue des champions et tu es champion du monde. Et tu es une des clés pour le succès de ton équipe. On va toujours se rappeler ce match contre Barcelone quand il s'est complètement moqué de Messi, il s'est complètement moqué de l'autre défenseur, j'ai oublié son nom, et il a eu une mention d'aide sur le jeu. Mais c'est sûr. Puis ce que j'ai aimé comment son manager l'a géré. Parce que tu voyais au début de la saison, bon, il n'était pas aussi explosif que l'année d'avant, il n'était pas aussi... Il a eu un début de saison moyen, puis tu vois que son manager l'a mis sur le banc,
Il a essayé il voulait pas qu'il prenne son succès pour acquis, puis tu vois que ça a motivé Davis. Puis j'aime sa détermination, j'aime que c'est un gars qui veut prouver quelque chose. Et comme tu l'avais mentionné, il avait eu une blessure. Et quand il est revenu de sa blessure, j'ai trouvé que Davis est revenu encore plus fort. Il est encore plus dominant. Parce qu'ils avaient commencé à mettre Hernandez comme latéral gauche à sa place, puis tu vois Hernandez commencer il était titulaire avant lui, puis tu vois Davis sur le banc. Et tu vois que petit à petit, Davis, il a prouvé que non, ce poste est à moi. Et je vais vous prouver que c'est moi le meilleur à ce poste, c'est moi qui va vous aider. Et ça va sûrement te faire rire parce que je pense que ça, c'était en Ligue des champions contre Paris. Quand Davis était sur le banc, ça a pris une demi-heure pour que le gestionnaire, pas le gestionnaire, j'arrête pas de dire le gestionnaire, l'entraîneur se rende compte que, quelle bourde! Il enlève, je pense qu'il enlève Hernandez, puis il met David, il le met là, puis tu vois que ça a complètement changé le match contre le Paris Saint-Germain, mais c'était un peu trop tard parce que les dommages étaient faits. Mais ouais, c'est quoi que dire de Davis? Puis ça, je pense que c'est important de le dire. Alphonso Davis avec une origine humble de Edmonton. Puis il faut pas oublier. Puis il faut se poser une question. Parce que ça, c'est une question qui est d'actualité au Canada et aux États-Unis. Est-ce qu'on aurait un Alphonso Davis s'il n'avait pas eu la chance de jouer dans un programme pour les jeunes familles défavorisées qui n'ont pas les moyens de jouer au foot? Parce qu'il a commencé dans un programme, c'est gratuit de jouer au foot, fait partie de notre équipe, c'est gratuit et c'est un talent brut. Et il faut se poser la question au Canada, est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de programmes comme ce qui nous a permis de découvrir Alphonso Davis et le pay to play, comme qu'on dit, payer pour jouer, combien de talents qu'on a échappé au cours des années. Et je pense qu'il faut se compter très chanceux d'avoir une vedette internationale qui représente le Canada de façon exemplaire, avec beaucoup de classe et qui rehausse notre réputation avec un joueur comme lui. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, je pense qu'il faut il faut donner la chance à tout le monde. Et la chance à tout le monde, et c'est ça le foot, ça a toujours été ça le foot. Tu regardes la plupart des meilleurs joueurs dans le monde, c'est des joueurs qui n'avaient pas de quoi se payer un club pour jouer. Ils ont joué dans la rue, ils ont joué dans des clubs gratuitement et puis au fur et à mesure, ils ont gravi les échelons pour devenir ce qu'ils sont maintenant. Donc, c'est quelque chose à voir du côté du Canada où il devrait peut-être y avoir plus de clubs qui jouent comme ça et qui donnent l'opportunité à ces jeunes-là de se développer en des joueurs de classe mondiale comme les Alphonso Davis. Passons au prochain Canadien, et je dis au prochain parce que je le dis au pluriel parce qu'il n'y en a pas juste un. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre parce que les deux jouent dans la même équipe. C'est Kyle Larin et Atiba Hutchinson. Ces deux joueurs-là sont des joueurs qui jouent en Turquie, au Beşiktaş d'Istanbul, un club qui est 15 fois champion de Turquie. C'est le troisième club le plus titré en Turquie, donc derrière les deux gros qui sont Galatasaray et Fenerbahçe. Les trois clubs en plus se trouvent dans la capitale. Il y a plusieurs clubs à Istanbul, là où il y a énormément de clubs et de professionnels. Il y a aussi l'Istanbul Basaksehir qui a remporté le championnat l'année passée. Beşiktaş, malgré le fait qu'il ne remporte pas autant de championnats que les deux autres, ça reste un club extrêmement important du soccer turc. Ce n'est pas un club qui a remporté beaucoup de choses en Europe, jamais remporté de coupe européenne, même jamais aucune finale, jamais allé très loin dans les coupes européennes. Par contre, c'est un club qui allait en quart de finale, par exemple, de la Ligue des champions en 86-87. Donc, c'est un club qui est habitué à jouer des compétitions européennes et continentales européennes, mais sans aller trop loin. Cette année, ce club-là a 5 points d'avance présentement avec 3 matchs à jouer. On a comme l'impression que l'écart est déjà trop grand entre Beşiktaş et ses poursuivants. Donc, on a comme l'impression qu'à 3 matchs de la fin, à part s'il y a un gros problème, Beşiktaş devrait finir champion cette année. On a, comme je l'ai dit, 2 Canadiens au sein de cette équipe-là. Atiba Hutchinson
à 38 ans, qui est infatigable, qui est toujours aussi bon qu'avant. On l'a vu, il a fait le voyage pour jouer avec l'équipe nationale canadienne, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, sans dire son nom. À 38 ans, il a fait le voyage, tandis que d'autres à 32 ne le font pas. Et aussi, on a Kyle Larin qui est vraiment rené de ses cendres cette année du côté de la Super League. Il a marqué une tonne de buts. Il a été extraordinaire. Parle-moi de ces deux joueurs-là, de leur entente sur le terrain et hors du terrain, et un peu de leur performance en Turquie. Est-ce que pour toi, c'est deux joueurs indéboulonnables d'équipe Canada présentement? Euh, N'importe qui serait fou de ne pas mettre ces deux-là comme titulaires, surtout dans le octo. Pas si, mais quand on va se rendre. Attention, quand CACAF, ça va faire mal parce que vous avez la pieuvre. Ça, c'est le surnom de Atiba Hutchison parce que vous devez vraiment regarder comment il joue pour voir pourquoi il mérite le titre de pieuvre. Ce gars-là, son contrôle du ballon, comment il est capable de récupérer le ballon, même dans des positions où est-ce que tu dis, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Sa vision du jeu, il est toujours bien placé, il joue de façon extrêmement intelligente. C'est peut-être pour ça qu'à l'âge de 38 ans, il peut durer aussi longtemps parce que tu le vois sur le terrain, c'est un gars qui est très, très intelligent, qui est très, comment dire, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu vois que tous les mouvements et toutes ses courses et tous ses déplacements, c'est pensé à l'avance, c'est calculé à l'avance. Et pour un petit peu enchaîner avec sa collaboration avec Kyle Larin, mais il l'a pris sur son aile après qu'il s'est joint au club en provenance du Orlando City en MLS. Je ne sais pas pour toi, mais je pense qu'il y a du monde à Orlando qui doit se gratter la tête et dire pourquoi on ne lui a pas donné la place de joueur désigné. Parce que, à le regarder aujourd'hui, Orlando aurait pu obtenir beaucoup plus pour lui. Mais. Oh, Ouais, mais attends. Orlando a eu Darrell Tiquet qui, très sincèrement, maintenant, il est en train de tout casser en Championship en Angleterre. Puis, très sincèrement, si jamais il est transféré définitivement en Angleterre, ben, ce serait un 15-20 millions, un 15-20 millions de dollars qui rentrent directement dans les poches d'Orlando. Donc, je pense que oui, ils auraient peut-être. Il y a certains nostalgiques qui auraient aimé voir Larin à Orlando, mais je pense que dans tous les cas, Larin aurait fait le saut en Europe, dans tous les cas, même s'il avait eu sa place de joueur désigné. Par contre, une petite question pour toi, Alex. Pourquoi ça a pris autant de temps pour Kyle Larin de vraiment s'établir en Europe? Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que ça fait quoi, 3-4 ans maintenant qu'il est en Europe. Il est passé par plusieurs championnats en Belgique, ça n'a pas marché en Turquie, puis bon, finalement, il explose enfin. Pourquoi il n'a pas explosé dès le début? Ben, Karl Larin, c'est un attaquant que je trouvais très unidimensionnel au début. Ça a marché en MLS parce qu'il a eu énormément de succès. Puis même avant la MLS, il était à Sigma, puis il était à l'université, sa carrière universitaire au Huskies, qui l'a fait remarquer, qui l'a permis d'être remarqué par Orlando. Son style de jeu fonctionnait en MLS, mais il est arrivé en Turquie, puis ça ne marchait pas du tout. Il était très unidimensionnel, il était très prévisible, et, et je crois que son prêt à Zulte Waregem, Ouais, en Belgique. en Ouais. Belgique, lui a fait énormément de bien. Parce que là, tu parles d'un attaquant qui jouait de la même façon et je crois qu'il est devenu très complet en Belgique. Je crois que ce qu'ils ont fait avec lui, c'est qu'ils lui ont permis d'élargir son éventail. C'est tout ce qu'il pourrait apporter sur le terrain. Il est un excellent fabricant de jeu. Il avait énormément de passes. Il est un excellent finisseur. Il est devenu encore meilleur qu'avant parce qu'on va toujours se rappeler de Kyle Larin quand il était l'attaquant du Canada et tous les buts qui manquaient. Le monde s'arrachait les cheveux sur la tête avec les buts qu'il aurait dû marquer qui manquaient. Puis maintenant, tu le regardes aller en Turquie, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis aussi, il est devenu très flexible. Puis je cherche le mot pour ça. C'est pas juste flexible, il est devenu très versatile. Il peut jouer en avant, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il est fabricant de jeu, il est très rapide, il est très clinical devant le but. Il fait tout en avant. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait en Belgique, c'est comme une déconstruction de ce qu'il était.
Il est arrivé là-bas, ils l'ont comme pris sur son aile, ils ont déconstruit son jeu et ils lui ont donné des nouveaux outils, puis il est arrivé il est retourné en Turquie et ça a fonctionné pour lui. Cette saison, c'est le deuxième match où il a compté plus que 4 buts. Tu vois que ce gars-là, quand il a le ballon, il est en confiance et quand il tire, il rate très rarement la cible et il contribue sur toutes les facettes du jeu. Il est un excellent, je cherche encore le mot, il met de la pression sur la défensive adverse pour essayer de déplacer la défensive. Il est efficace devant le but, il marque souvent. Oui, il fait tout. Pour nous, c'est c'est du bonbon pour nous. Et tu vois que cette connexion avec Atiba Hutchison, c'est qu'il l'a pris sur son aile et qui lui donne beaucoup de confiance. Et tu vois la camaraderie, puis lui, il en parlait souvent hors du terrain aussi. Et ils passent beaucoup de temps, ils se parlent, ils ont une vie sociale ensemble. Et tu vois qu'il lui a permis, il a été instrumental dans son adaptation en Turquie et lui donner la confiance. Et maintenant, tu vois que c'est un joueur complet qui est convoité par les grands clubs. Et d'ailleurs, avec sa fiche de 19 buts, 4 mentions d'aide en 35 matchs, maintenant, tu as des gros clubs, tu as des clubs en première ligue anglaise comme le West Ham United et maintenant Everton qui veut mettre la main sur lui. Et c'est énorme. Et West Ham United avait soumis une offre pour lui qui a été refusée par Beşiktaş, ce qui fait du sens parce que Beşiktaş, ils étaient dans une course pour gagner le championnat et ils veulent participer en Ligue des champions encore. Tu ne vas pas laisser partir ton meilleur marqueur pour l'Angleterre et risquer de perdre ta course. Mais moi, à mes yeux, Kyle Larin, s'il n'est pas en Angleterre à l'automne, il y a un problème. Ouais. En tout cas, on verra pour le futur de Kyle Larin. Une petite chose, par contre, pour Kyle Larin, deuxième meilleur buteur en Turquie, il ne faut pas l'oublier, il est deuxième meilleur buteur. Je pense que aussi ce qui l'a beaucoup aidé, c'est un peu ce que tu as dit, le fait qu'il est devenu polyvalent, il a joué à plusieurs postes. Et je pense que depuis qu'on l'a placé en tant que, au lieu d'être un attaquant de pointe, il joue beaucoup plus à Beşiktaş, soit sur la droite, soit en tant que deuxième attaquant. On a quand même l'impression que c'est un peu débloqué, Kyle Larin, où il sent qu'il est plus à son aise à jouer, à faire plus qu'être juste en pointe pour mettre des buts et les mettre au fin fond des buts. Là. Donc, j'ai comme l'impression que Kyle Larin a vraiment trouvé l'endroit où il peut s'épanouir maintenant du côté de Beşiktaş. Pour ce qui est d'Atiba Hutchinson, écoute... allez voir un peu des highlights ou des faits saillants des matchs de Beşiktaş. C'est juste ridicule. Ce gars-là, il court comme s'il avait encore 21 ans. Tout le temps en contre-attaque, c'est lui qui se tape les sprints. Il y a une très belle connexion entre lui et Kyle Larin. Puis très sincèrement, même s'il y a quand même de très bons joueurs du côté de Beşiktaş, sans ces deux-là, Beşiktaş est très, très, très loin de se battre pour le titre. Je pense que c'est deux éléments extrêmement importants de cette équipe-là. Donc, à suivre pour l'équipe nationale canadienne parce que ça va être très, très intéressant de voir la suite. On passe finalement au dernier joueur spécifique de cette liste-là. Et c'est la jeune sensation, après Alphonso Davies, la jeune sensation de l'équipe Canada, Jonathan David, qui a signé au LOSC, donc à Lille, en Ligue 1. Beaucoup de nos auditeurs sont bien évidemment des grands suiveurs de la Ligue 1, j'en doute pas. Par contre, Jonathan David est arrivé dans un club qui a été champion de France juste à 3 reprises au cours de son existence, même si c'est un club qui a été fondé en 1944, 3 fois champion, dont la dernière fois en 2011, où ils avaient été extrêmement très, très bons aussi. Par contre, cette année, dans les dernières années, Lille a pris son envol. Est devenu un club qui veut s'établir dans le top 3 français pour se qualifier tout le temps en Ligue des Champions. On a vu l'année passée, ils ont terminé malheureusement 4e. L'année d'avant, ils ont terminé 2e. Cette année, ils sont encore en course pour le titre de champion de France. Une course au titre qui est passionnante en Ligue 1. Lille, maintenant, est premier avec 1 point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Un tout petit point d'avance, mais ils ont quand même leur destin en main, les Lillois. Jonathan David, après les débuts très compliqués cette année au sein de cet effectif, a réussi à s'établir au sein du 11 de départ et a marqué quelques buts. Est-ce que pour toi,
premièrement, Alex, deux questions pour toi. La première, est-ce que c'est normal que Jonathan David ait pris autant de temps à s'établir du côté de Lille? On s'entend qu'il était en Belgique avant. Il y a une grosse différence entre le championnat belge et le championnat français, qui est quand même le 5e meilleur championnat en Europe. Et deuxièmement, pour toi, est-ce que tu penses que Jonathan David est une pièce importante de cet effectif lillois qui se bat pour la première place en France? Oui, absolument. Premièrement, pourquoi ça a pris autant de temps? Il l'a dit lui-même. Il ne faut pas oublier il y avait quand même une petite saga entre son transfert de la Gantoise vers Lille. Lui, il voulait partir pour Lille, mais la Gantoise voulait plus d'argent. Donc, ça a pris un petit peu de temps, ça fait traîner les choses. Et il est finalement arrivé à Lille, mais il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé où est-ce qu'il n'avait pas vraiment joué, il n'avait pas vraiment fait la pré-saison parce que la Gantoise ne voulait pas risquer de le blesser pour pas dérailler le transfert vers Lille. Et donc, il est arrivé à Lille avec un petit peu de surpoids, puis ça paraissait un peu, il n'était pas aussi rapide, il n'était pas aussi alerte, il n'était pas aussi... Tu voyais que le timing n'était pas là. Et puis ça, je pense que c'est surtout les fans canadiens, alors pardonnez-moi, les fans français, la frustration des fans canadiens, puis je l'ai partagé beaucoup quand tu vois des gars comme Jonathan Iconé, Jonathan Bemba, ils voient David, mais ils ne voient pas David, c'est comme l'homme invisible. Alors tu vois qu'ils essaient de faire leur jeu individuel et tu vois David qui est tout seul devant le but, mais je peux aussi comprendre que quand les quelques fois que David avait le ballon, puis il manquait des buts ouverts, il a manqué des pénaltys. Donc, je peux comprendre que la confiance envers lui a un petit peu diminué. Mais s'il y a une chose qui était constante, c'est que malgré la malchance et les difficultés de David de marquer des buts comme il le faisait en Belgique, le club était meilleur avec lui sur le terrain néanmoins. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que David... Il libérait beaucoup d'espace. Son pressing est impressionnant. Il fonce, il dérange la défensive, il crée de l'espace, comme que tu disais. Sa vision de jeu est out of this world. C'est complètement fou. Puis ce que j'aimais, ce que la Gantoise faisait avec lui, c'est que sa vraie position, c'est pas mal un milieu offensif, mais tu voyais qu'ils alternaient, ils marquaient beaucoup de buts, ils contribuaient beaucoup, alors ils l'ont fait avancer, ils l'ont fait jouer comme attaquant, mais quand David avait des périodes creuses où est-ce qu'il ne marquait pas de buts, mais il le changeait de place. Pendant que j'ai remarqué à Lille, puis il y avait beaucoup de monde qui disait, mais faites reculer David, faites-le jouer plus en retrait, au moins utilisez-le comme fabricant de jeu. Mais Christophe Galtier, il était résolu dans sa persévérance de le garder à la même position. Et c'est au crédit de David, il a été capable de surmonter, premièrement, d'être physiquement plus en forme et de gagner en confiance et contribuer comme marqueur et devenir ce joueur important pour l'alignement lilloise. Ta deuxième question, c'était... Est-ce qu'il était important? Tu as répondu aux deux questions, oui. en fait. Oui, aux deux questions. Tu as répondu aux deux questions. Et puis, Jonathan David aussi a quand même aussi fait de bons résultats aussi en Ligue Europa. Hein. Il ne faut pas oublier, avec Lille, quelques bons résultats. C'est quand même un joueur qui a fini par marquer présentement, je pense, 10 ou 11 buts déjà cette année. Pour une première saison en Ligue 1, 11 buts présentement, en Ligue 1 seulement. Il a marqué 11 buts. C'est quand même très, très bien, je trouve, pour un petit jeune qui a maintenant juste 21 ans et qui passe du championnat belge directement en Ligue 1. J'ai comme l'impression qu'on a vu les débuts de David et on a l'impression qu'il va encore grandir. Et je pense qu'il s'est approprié un peu ce rôle de buteur aussi. Je pense qu'il est de plus en plus à l'aise devant. On l'a vu en Europa League, souvent il ouvrait... Il créait des espaces, il jouait en appui, dos au but, il s'est amélioré. C'est vraiment quelqu'un qui est très studieux et qui veut apprendre et qui travaille et qui est très persévérant aussi. Donc, on a vu que des bribes de ce que David est capable de nous apporter pour le futur. J'ai comme l'impression, en tout cas, qu'on va continuer à avoir un Jonathan David très, très bon du côté de Lille pour au moins quelques saisons avant peut-être qu'il s'envole vers un autre club à un moment donné. On verra dans le futur. Tu as quelques mentions spéciales que tu voulais mentionner
Toi, Daniel, tu voulais vraiment mentionner quelques joueurs qui ne sont pas en course pour gagner le titre, mais par contre qui ont disputé ou qui disputent une très bonne saison 2020-2021. Oui, tout à fait. Et juste avant de conclure pour Jonathan David, juste pour mentionner à nos auditeurs que il y avait déjà Liverpool qui suivait ses progrès, puis on connaît les difficultés financières de Lille, donc on ne sait pas s'il va rester à Lille ou s'il va être vendu. Mais BBC Sport avait rapporté la semaine dernière que Arsenal et Manchester United suivaient Jonathan David. Parce que si vous y pensez une seconde, c'est quelqu'un qui est capable de marquer des gros buts et il l'a prouvé en Europa contre des gros clubs comme Rome ou Saint-Étienne ou AC Milan. Il a 2 mentions d'aide contre le AC Milan. Donc, et il est capable, il est un excellent fabricant de jeu, donc il est versatile dans son propre style. Il peut apporter beaucoup à des clubs comme Arsenal et Manchester United s'ils le prennent sur l'oreille puis ils veulent le développer et travailler avec lui pour le rendre, pour le transformer en joueur qu'ils veulent qu'il devienne. Et je crois qu'il a tout le talent pour faire ça. Pour ce qui est des mentions d'aide, pas mention d'aide, mais mention d'honneur, ben, c'est moi, j'ai tweeté sur ce gars-là toute l'année, depuis l'année dernière. Beaucoup de monde ne le connaissait pas au Canada. Tu as Tout le monde voulu, disait, tu as voulu renvoyer Samuel Piette de l'équipe nationale juste pour lui faire de la place. Oui, oui, je me rappelle très bien. Oui, vas-y. ouais, puis le monde disait, oh non, c'est Marc-Anthony Key, c'est Jonathan Osorio, puis c'est Piet. Euh, Stephen Eustachio, c'est un don du ciel. Le Canada n'avait pas ce genre de milieu de terrain qui peut tout faire. Il est un excellent milieu défensif et un excellent milieu central. Euh, il a juste son parcours, il a évolué au Portugal et il a été vendu à Cruz Azul au Mexique et il a eu une blessure grave au genou et il a été tenu à l'écart toute la saison. Et tu voyais que le Cruz Azul n'était pas très... Ils n'étaient plus intéressés en Stephen Eustachio, même s'ils avaient payé, je pense qu'au-delà de presque 5 millions d'euros. Je pense qu'ils ont payé beaucoup d'argent pour Stephen Eustachio. Et c'est un joueur qui était suivi par des gros clubs des grandes ligues européennes. Et comme par hasard, il va au Mexique et il annonce qu'il se joint à l'équipe Canada. Peut-être qu'il voulait être proche du programme canadien, je ne suis pas sûr. Et finalement, il se remet de sa blessure après une longue convalescence et Cruz Azul le prête au club portugais Passos ou Pacos de Ferreira. C'est Passos parce qu'il y a un CCD. Et juste pour que le monde sache, Passos de Ferreira, c'est un club qui se battait l'année dernière pour ne pas être relégué en deuxième division portugaise. Stephen Eustachio, il arrive et il change le milieu de terrain complètement. C'est lui qui est le général de ce milieu de terrain, de ce club. Tout passe par lui et vous le voyez même avec son langage physique sur le terrain. C'est lui le leader, c'est lui qui dirige, c'est lui le chef d'orchestre de comment la formation se déroule sur le terrain. Et en moins d'une saison, on parle d'un club qui se battait pour ne pas se faire reléguer à un club qui est assuré de jouer en Conference League, en Ligue de conférence de la Europa. Pour moi, c'est un pas de géant. Et il a été à maintes reprises meilleur joueur du match au Portugal, à plusieurs reprises. Et maintenant, on sait que le club Porto est très intéressé à faire son acquisition, un géant du Portugal. Alors, vous imaginez si on avait un Canadien comme Stephen Eustachio qui réussit à gagner le titre de titulaire sur un club comme le FC Porto. Donc, il n'y a pas de limite. Sky is the limit, comme on dit. Donc, il mérite amplement cette mention honorable. Un excellent joueur. À 24 ans, par contre, il est temps qu'il passe à un niveau un peu supérieur, mais tu as complètement raison. Si jamais il veut continuer un peu à évoluer, il est déjà extraordinaire, mais si jamais il veut continuer à évoluer, il faut qu'il passe à un club un peu plus gros. FC Porto, c'est énorme, hein, et ce serait extrêmement important, je pense, de voir un joueur canadien dans un club pareil.
Ouais, c'est pourtant, on se rend pas compte, mais c'est quart de finale de la Ligue des Champions cette année. Donc, on a tendance à oublier, c'est du gros. C'est vraiment du très, très lourd, le FC Porto. Donc, on espère qu'il va le faire, qu'il va se rejoindre cette équipe-là. Est-ce que tu avais une autre mention spéciale aussi? Oui, j'ai un petit dernier et c'est Sam Adekugbe. Sam Adekugbe le monde le saura, le monde ne le savent peut-être pas, mais il est en Angleterre, il a présentement 26 ans et il a passé par le Calgary Foothills avant de passer à l'Académie des Whitecaps de Vancouver. Et il est parti maintenant en Norvège pour qu'il évolue comme latéral gauche pour son club Vålerenga en Norvège. Et petit à petit, Sam Adekugbe, mine de rien, c'est lui qui est le titulaire de ce club. Vålerenga qui a fait une excellente prestation et comme tu me le disais plus tôt pendant la préparation, c'est le deuxième meilleur club défensif de cette ligue. Oui, exactement. La deuxième meilleure défense de la Ligue à un seul but d'écart avec le premier. Donc, ils ont 33 buts à encaisser, tandis que Bodo Glimt a 32 buts à encaisser. Donc, on est très, très proche d'être la meilleure défense en Norvège. Donc, pour un défenseur gauche, c'est quand même assez intéressant de savoir que son équipe n'encaisse que très peu de buts. Oui, puis on a tous suivi la saga qu'est-ce qu'on doit faire avec Alphonso Davies parce qu'il a été fantastique avec le Bayern Munich, mais on connaît Alphonso Davies en Amérique du Nord comme un ailier gauche. Donc, et on a vu dans le match contre les États-Unis à quel point il donnait des problèmes à la défensive américaine. On a besoin de lui en avant. Il a un talent très rare que l'équipe canadienne n'a pas, mais on sait qu'il est excellent comme latéral gauche, fait qu'on se demandait qui peut jouer à sa place. Et Sam Adekugbe, il a prouvé qu'il a tout ce qu'il faut pour assurer cette position. Pour moi, c'est le numéro 1 incontestable en tant que latéral gauche pour l'équipe canadienne. Il a été très solide toute l'année en Norvège. C'est lui le partant. C'est très créatif, très rapide, excellent jeu défensif. Et on a même vu une certaine chimie avec Alphonso Davies pendant la fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde. Je crois qu'il est la solution pour l'équipe canadienne et ça va permettre de faire avancer Alphonso Davies en avant. Et tu imagines les 3 personnes en avant, tu imagines on arrive dans le octo et on fait face aux États-Unis ou au Costa Rica ou au Honduras. Ou au Mexique. Ou au Mexique. Et les 3 gars qui doivent faire face, tu as Davis à gauche, tu as David au milieu et tu as Larin à droite. Ah, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Et tu as au milieu de terrain, tu as des gars comme Arfield, Hutchinson, Stachio, tous seront là aussi. C'est quand même du gros. Hein. C'est quand même fort. Après, là où le bas blesse, c'est en défense centrale, mais on ne va pas se répéter. Mais il faudra trouver une solution en défense centrale de ce point de vue-là. Donc, voilà pour les Européens, les Canadiens qui jouent en Europe présentement. J'espère que ça vous a plu de parler de tout ça. Alex, je veux juste te remercier pour ton expertise par rapport à ces joueurs-là, parce que, moi, je suis beaucoup de championnats européens. Après, les championnats un peu plus obscurs, c'est toi qui les suis un peu plus. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir que le Canada s'exporte bien, que les Canadiens s'exportent bien. C'est une bonne chose pour le reste, pour les jeunes Canadiens qui vont s'exporter dans les années futures. Et c'est aussi une bonne chose pour le Canada en tant que tel sur la scène mondiale. Et c'est aussi quelque part une bonne chose pour la Canadian Premier League parce que ça veut dire que la Canadian Premier League peut jouer un peu et peut profiter un peu de ses performances pour encore plus convaincre des joueurs. Ah, vous savez, voilà, nous, on a formé ces joueurs-là. Venez jouer chez nous et on va pouvoir vous former pour devenir aussi bon que ces joueurs-là. Donc, c'est aussi une vendeur pour la Canadian Premier League pour que la Canadian Premier League puisse attirer les joueurs. Donc, voilà pour ce qui est des Européens, des Canadiens qui jouent en Europe. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, Alex, par rapport à ce sujet-là. Oui, oui, c'est vrai que on a un problème à la défense centrale, mais je pense que tranquillement, pas vite, ça commence à se corriger parce qu'on n'a pas vraiment couvert, on ne voulait pas vraiment couvrir les deuxième division, troisième division, mais en deuxième division allemande,
au Jan Rosenberg. Scott Kennedy, il a mérité son poste de titulaire. Il a eu quelques blessures, mais je pense qu'on a peut-être une bonne solution en tant que défenseur central gauche et il est gaucher en plus. Donc, j'avais lu un article très intéressant sur pourquoi ça faisait une très grosse différence et son jeu défensif est excellent. Il a l'ambition de jouer en Bundesliga dans la première division. Peut-être qu'on a une solution là, puis je crois qu'un partenariat entre lui et Steven Vittoria qui, mine de rien, pas toujours titulaire, mais il est titulaire par-ci, par-là, mais quand il est titulaire, il fait un impact. Et il apporte une dimension qui manque au Canada, c'est être dangereux sur les coups arrêtés et les corners, parce que Vittoria, il compte beaucoup de buts de cette façon pour Moreirense. Donc, bien sûr, ce serait son dernier cycle, mais ces deux-là, la défense, c'est pas méchant. Ouais, moi, je suis pro Kamal Miller, que je trouve extraordinaire et qui est pour moi un peu ce joueur que beaucoup de personnes ignorent un peu et je le trouve tellement, tellement bon. Et pour l'avoir eu en entrevue, je peux te dire, c'est un gars qui a vraiment la tête sur les épaules, qui est très, très bon et qui veut apprendre, qui veut se pousser, qui est tout le temps en train de pousser pour devenir meilleur. Puis très sincèrement, il est impressionnant et pour moi, c'est quelqu'un qui devrait faire partie du 11 de départ de l'équipe nationale canadienne. Et je pense qu'on a déjà un très, très bon défenseur en Kamal Miller. Et on l'a vu, et il forme une très belle paire de défenseurs avec Steven Vittoria. On a déjà vu lors de cette des qualifications de la Coupe du Monde où ils ont très bien fait ensemble sur un des matchs. Je pense que c'était le match contre les îles Caïmans. Non, pas contre les îles Caïmans, le premier match. Bah, si, c'est ça. Les îles Caïmans quand ils ont joué en premier, je pense, c'est ça? Non, ils ont joué les Bermudes, ouais. C'est ça. Donc, il a été très bon, je pense, dans ce match-là. Puis, j'ai comme l'impression que c'est un peu lui l'avenir, sachant qu'il est tout jeune, il a 22-23 ans maintenant, Kamal Miller. Donc, moi, je le vois bien ici. Après, Scott Kennedy, John Herdman en a parlé. Il a dit comme quoi il était supposé venir pour les qualifications de la Coupe du Monde. Malheureusement, il a ressenti une blessure, donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait le voyage. Et aussi à cause des problèmes de la COVID aussi, qui crée un petit problème aussi. Donc voilà, donc il est dans la liste de Scott Kennedy. En premier, je veux conclure un peu ce podcast en vous parlant de quelque chose. Et je veux vraiment faire réaliser quelque chose à nos auditeurs ici de CSA l'érable. Je vais dire un peu, c'est un cri du cœur. De ma part, surtout. Alex n'est pas au courant, Daniel n'est pas au courant, mais c'est un peu mon cri du cœur à moi. Et je veux un peu vous lire un texte que j'ai préparé parce que je pense que c'est important de réaliser ce qui est en train de se passer présentement à Culture Soccer, surtout. Donc, depuis la finale de la saison inaugurale de la Canadian Premier League, qui est un peu le sujet principal de ce podcast-là, de CSA l'érable, la finale de la saison inaugurale était le 2 novembre 2019. Daniel, Alex et moi, nous n'avons eu que 3 semaines et demie de compétition en Canadian Premier League, qui étaient les Island Games de l'année passée. Si jamais on exclut la CONCACAF League 2000 et les équipes nationales qui ont quand même occupé la plupart de nos contenus et du podcast. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour les joueurs, ça n'a pas été facile pour les supporters, ça n'a pas été facile pour les staffs techniques de la Canadian Premier League et toutes les personnes impliquées, donc les employés, ainsi de suite. Par contre, je veux vous faire réaliser que ça n'a pas été facile pour nous aussi. Nous, on a été là durant tout ce temps, Daniel, Alex et moi, on a fait de notre mieux pour vous divertir et pour créer du contenu de semaine en semaine, en semaine, en semaine, en semaine, et vous offrir un produit qui fait du sens à CSA l'érable. On vous a invité des joueurs ici, on a créé des débats et j'espère que vous avez aimé ce qu'on a essayé de faire pour vous. Je comprends que tant que la Canadian Premier League n'a pas recommencé, c'est quand même difficile de vendre et de vous faire découvrir un peu le contenu qu'on fait ici sur CSA l'érable. Donc, je veux vous demander à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez de semaine en semaine, parce qu'il y en a, vous êtes quand même nombreux. On n'est pas un podcast qui est écouté par 10 personnes. Au contraire, loin de là, on est quand même une base solide d'auditeurs qui sont loyaux et qui nous écoutent de semaine en semaine. Je veux juste vous demander d'interagir avec nous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à parler de nous,
à partager notre contenu, à juste faire un like sur Twitter ou sur Facebook, à retweeter notre contenu et aussi à interagir avec nous. Posez-nous des questions. Si jamais vous avez des idées, si jamais vous avez des idées sur quoi faire de notre contenu, parce que très sincèrement, ça a été très compliqué des fois de venir avec quelque chose qui fait du sens et vous présenter un podcast de semaine en semaine et qui va vous intéresser. On est à court d'idées. 3 semaines et demie de compétition en presque 1 an et demi, presque 2 ans de temps. Donc, je vous demande de faire cet effort. Si vous nous écoutez, contactez-nous et dites-nous ce que vous en pensez et quelles sont vos idées. Sur ces beaux mots, je veux en premier remercier mes complices et mes collègues, Daniel Cameron qui n'est pas là, mais je suis sûr qu'il va nous écouter dans quelques heures. Et toi-même, Alex Rupert, merci beaucoup de ta patience et ta persévérance dans ce podcast et ton input qui est extrêmement apprécié et que j'adore. J'aime beaucoup t'avoir sur ce podcast-là. Je veux vraiment te remercier du fond du cœur en premier. Merci beaucoup pour les mots, les grands mots. Puis moi aussi, j'aimerais beaucoup te remercier parce que c'est toi qui m'as donné l'opportunité de participer à cette aventure et qui m'a donné la chance de découvrir une passion qui est parler de foot et écrire le foot et de partager mes idées, partager ma passion avec un plus gros auditoire. Tu m'as donné cette chance et l'équipe de Culture Soccer m'ont donné cette chance et m'ont accueilli dans leur grande famille. Et j'aimerais aussi remercier les auditeurs qui sont fidèles au poste et juste faire écho à ce que Adi dit, s'il vous plaît, partagez le contenu et parlez de nous le plus possible. Je peux vous dire que Adi, c'est un excellent leader, c'est un excellent coordonnateur, c'est lui le chef d'orchestre, il travaille dur, il pense à vous, il pense à nous, extrêmement flexible. I mean, il fait tout, fait que sérieusement, je suis à bout de mots. Merci. Come on. Merci beaucoup, Alex. Bon, une fin de podcast un peu émotive, on veut le dire, parce que comme je l'ai dit, on a vraiment travaillé fort pour arriver à vous offrir quelque chose. Sur ce, je vais arrêter de vous faire réagir et d'être émotif. Je vais vous dire une très bonne semaine à vous tous et je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du CSA L'Érable.